Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité renouvelée à la West Africa Democracy Radio. Je suis Demba Amar Anne, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine hebdomadaire dans le Sahel, en partenariat avec la Fondation Open Society. La WADR vous rapporte des témoignages recueillis auprès des communautés confrontées à l'insécurité. Merci de votre fidélité renouvelée à la radio du dialogue. Soyez les bienvenus. Dans l'épisode précédent, on a fait le focus sur les défis liés au respect de l'équilibre régional dans la mise en œuvre des projets de développement. Il y a eu un moment au Burkina quand un fonctionnaire déconnait ou un fonctionnaire était sanctionné, on l'affectait au Sahel. Parce qu'on dit que c'est là-bas, il n'y a pas les commodités pour permettre à un fonctionnaire de vivre décemment. Parce que là-bas, effectivement, il y avait des zones qui étaient délaissées. Je connais des zones où quand même pour avoir l'eau potable, c'était tout un problème. Pendant des années, les autorités d'avant n'ont pas mis l'accent qu'il faut pour peut-être permettre à ceux qui sont dans ces zones-là de se considérer comme des Burkinabés. À mon avis, il y a un déséquilibre en termes de projets de développement. Mais je pense que les projets de développement diffèrent d'une région à une autre. Par exemple, Bandiagara et Gao n'ont pas les mêmes projets de développement. Donc, c'est en fonction des besoins et des réalités. Selon les réalités. Si un projet veut intervenir, il y a une phase importante qui est celle de la sensibilisation. Il ne faut pas venir tout bonnement mettre à la disposition des populations des ressources, souvent sans comprendre quel est leur besoin réel. Si vous prenez la structure de nos économies, vous avez au moins 40% du produit intérieur brut, c'est-à-dire de la production nationale, qui dépend de développement rural, c'est-à-dire agro-silvo-pastoral. Et évidemment, ça pose énormément de problèmes pour l'économie, mais aussi pour le revenu. Donc, évidemment, il faut une politique holistique basée sur une source de croissance inclusive et durable. Et pour ce 42e épisode, nous nous intéressons au thème financement local, initiative de lutte contre la précarité, impôts et taxes. Je n'ai pas d'accompagnement ni d'aide à quelque part. Je suis basée sur les moyens que j'ai, avec l'accompagnement des messieurs aussi souvent. J'ai tenté, j'ai déposé certaines opportunités, mais ça n'a pas marché. Mais il y a le recrutement des PRAP l'année passée, quand on a déposé, postulé, on nous a recrutés, on a fait une formation de 3 mois sur l'élevage, mais jusqu'à présent, on attend toujours les résultats. Après la formation, on va voir ce qu'on va nous donner. Donc, on attend. Nous finançons des jeunes allant de 15 ans à 64 ans, ou du moins des jeunes ou des entreprises de jeunes ou des entreprises qui emploieraient des jeunes. Il y a des initiatives qui peuvent, pas seulement, mais qui doivent, c'est renforcer le dialogue social, et des mécanismes endogènes propres aux Maliens. Pas seulement calquer tout sur l'occidentalisme. Il y a des mécanismes dont nos aïeux ont mis sur place qui peuvent assouplir à beaucoup de choses. Mais il ne s'agira pas aussi de collecter un fonds à travers une population appauvrie. Les demandes de contribuer financièrement, je ne pense pas que c'est nécessaire. Malgré la morosité économique, en tout cas au Niger, et l'insécurité qui y règne, la DGI a pu maîtriser en tout cas la situation. Vous avez constaté, avec la fermeture de la frontière du Niger avec le Nigeria, là aussi c'est une faiblesse pour la DGI. Mais quand cela ne tient, nous avons fourni les efforts nécessaires pour le besoin du budget de l'État. Dans le Sahel, votre rendez-vous hebdomadaire sur la West Africa Democracy Radio, un magazine réalisé avec le soutien de la Fondation Open Society. Je vous retrouve dans un court instant. Au Sahel central, zone qui regroupe le Mali, le Niger et le Burkina Faso, la lutte contre la précarité est un enjeu crucial pour les communautés locales. D'après des données de la Banque mondiale publiées en 2021, ces pays font face à des niveaux élevés de pauvreté avec des taux qui atteignent au moins 40%. Dans ce contexte, pour lutter contre la précarité et encourager la population à l'entrepreneuriat, les autorités de ces différents pays ont pris plusieurs mesures. Au Burkina Faso, par exemple, des initiatives sont développées par les autorités pour sortir les populations de la précarité.
Des actes posés pour encourager les jeunes, surtout à l'entrepreneuriat. Des fonds de soutien et de financement ont été mis en place afin d'accompagner les projets porteurs qui auront des retombées pour tout le pays. Des détails à Ouagadougou avec notre correspondant Martin Kaba. Voilà. Justine Kiema est affairée au nettoyage de son poulailler au secteur 3 de la ville de Tinkodogo. La jeune femme se définit comme une entrepreneure dans la région du Centre-Est. Depuis 2018, elle touche à tout, élevage, tissage, commerce, mais aussi le jardinage. Bon, je me suis lancée dans ce métier parce que, vu les moyens, avec l'élevage, tu peux démarrer avec ce que tu as. Même les pépinières aussi, c'est pareil. Donc, je me suis lancée avec ce que j'ai. Comme on n'a pas assez de moyens. Dans le cadre de son business, Justine a besoin d'un accompagnement autant financier que dans la formation. Elle a dû arrêter les études faute de moyens afin de se lancer dans ses activités génératrices de revenus. Mais la réalité est implacable pour elle. Je n'ai pas d'accompagnement ni d'aide à quelque part. Je suis basée sur les moyens que j'ai, avec l'accompagnement des messieurs aussi souvent. J'ai tenté, j'ai déposé certaines opportunités, mais ça n'a pas marché. Mais il y a le recrutement des PRAP l'année passée, on a déposé, j'ai postulé, on nous a recrutés, on a fait une formation de 3 mois sur l'élevage, mais jusqu'à présent, on attend toujours les résultats. Les résultats de quoi? Après la formation, on va voir ce qu'on va nous donner, donc on attend. Au Burkina Faso, de nombreux entrepreneurs vivent les mêmes réalités, attendant un accompagnement des autorités. Afin justement d'aider les populations à sortir de la précarité, plusieurs initiatives sont développées par les autorités, dont la mise en place de fonds de soutien à l'entrepreneuriat. Le fonds majeur est dénommé Faso Kunaouli, dirigé par professeur Amidou Savadogo. C'est la structure opérationnelle qui vise à faire la promotion de l'emploi à travers le financement des projets de promoteurs pour leur permettre de faire une création de valeur, mais aussi d'employer beaucoup plus de jeunes. Et nous finançons des jeunes allant de 15 ans à 64 ans, ou du moins des jeunes ou des entreprises de jeunes ou des entreprises qui emploieraient des jeunes. Ce jour-là, une formation est d'ailleurs organisée au profit d'une centaine de jeunes sur la bonne gestion d'une entreprise. Les participants sont des bénéficiaires d'un financement de projet sous forme de prêt. Ce financement octroyé va de 200 000 à 30 millions de francs CFA. Une aubaine pour Bintou, Ilboudo et les autres. J'excelle dans la vente de déguets et puis les jus. Donc je me suis lancée dans la vente en 2018. Puisque c'était un travail de ma maman. Donc après ma formation à l'université, je me suis dit pourquoi pas ne pas me lancer dedans aussi, pour voir ce que ça va donner. Donc avec l'argent que je vais gagner, je vais commander des céréales, genre le petit mil et puis le lait pour stocker quoi. Les autorités burkinabées encouragent les jeunes à l'entrepreneuriat afin de sortir de la précarité. Elles se disent disposées à accompagner les projets porteurs qui seront bénéfiques aux populations des différentes régions du pays. Dr Boubacar Savadogo, ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. La problématique de l'emploi aujourd'hui, on sait que la solution c'est à travers l'auto-emploi, c'est à travers l'entrepreneuriat. Donc le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Et sur les orientations et les instructions, nous avons donc entrepris d'assainir ce milieu-là. Dans son poulailler à Tinkodogo, Justine espère en tout cas bénéficier de ce genre d'accompagnement. Parce que souvent, même pour aller vacciner, là, si tu ne peux pas aller sur l'élevage pour aller vacciner, là, si tu te déplaces, venir, il faut payer les transports. Tout ça, là, ça demande de moyens. J'avais plus de 1000 têtes, mais tout est parti. 1000 têtes de quoi? De choses, poussins. De poussins. Ils sont... C'est mort. C'est mort. Il me reste que 16. Bon, on a le courage. On veut dire qu'on va continuer. De Ouagadougou, Martin Kaba, West Africa, Democracy Radio. Cap sur le Niger. Dans cet autre pays du Sahel central, on s'intéresse aujourd'hui au paiement des taxes et impôts.
Les autorités ont initié plusieurs réformes pour faciliter la collecte, lesquelles réformes ont permis aujourd'hui de veiller à la transparence lors de la mobilisation de ces fonds. Ces initiatives fiscales jouent un rôle fondamental dans le renforcement des capacités des autorités locales à répondre aux besoins sociaux et économiques des communautés. Reportage à Niamey de Murtala Zoubeirou. Au Niger, une somme de plus de 500 milliards de francs CFA a été collectée par la Direction générale des impôts en 2020. Dans ce montant, les 30 milliards ont été versés cash par la population, soit une progression de 7% par rapport aux années précédentes. Un résultat qui se justifie par une collaboration entre le syndicat national des agents de l'impôt et les autorités de tutelle. Hassan Daouda, inspecteur à la Direction générale des impôts. Notre direction a atteint un taux de réalisation de 94,88% par rapport aux prévisions et une progression inédite des recettes en cash de plus de 30 milliards de francs. En 2020, le Niger a été confronté à une situation économique très difficile. À l'époque, le Fonds monétaire international FMI avait jugé satisfaisante la mise en œuvre des réformes économiques par le gouvernement d'alors. Moussa Amarou, secrétaire général du syndicat national des agents des impôts. Malgré la morosité économique, en tout cas au Niger, et l'insécurité qui y règne, la DGI a pu maîtriser en tout cas la situation. Vous avez constaté, avec la fermeture de la frontière du Niger avec le Nigeria, là aussi c'est une faiblesse pour la DGI. Mais quand cela ne tient, nous avons fourni les efforts nécessaires pour le besoin du budget de l'État. Au grand marché de Maradi, dans le centre du pays, la location de boutiques permet de financer certaines urgences au niveau local. Pour s'octroyer un espace de vente, il faut toute une procédure administrative. Kalla Sani est le directeur chargé de la gestion de ce marché. C'est le loyer que nous récupérons avec le commerçant. Bien que nous avons une redevance que nous payons à l'État et la taxe aussi que la ville de Maradi a la possibilité de venir aussi récupérer dans ce marché-là. Donc nous, ce qu'on fait, donc on a des percepteurs qui rentrent dans le marché chaque jour pour aller récupérer les mois en cours. Si par exemple les clients n'arrivaient pas à payer, souvent ils se déplacent eux-mêmes pour venir au niveau de la SOGEMI pour payer. Donc nous avons apporté plusieurs facilités parce que souvent il faudra quitter leur centre d'activité pour venir payer. Donc on les a apporté des facilités. Nous-mêmes, on se déplace pour aller récupérer cet argent-là. Et voilà ce qu'on fait pour récupérer l'argent. Maintenant, nous avons de bons clients qui payent annuellement. Nous avons ceux qui choisissent de payer par trimestre. Donc tout ça, on n'interdit pas. Ça dépend de la modalité, ça dépend de l'entente avec le client. Par rapport à ça aussi, donc normalement sur le contrat, tout client doit payer avant le 5 du mois en cours. Donc ça veut dire que le mois est payé avant même que la personne l'utilise. Les autorités militaires au pouvoir ont mis en place plusieurs réformes afin de booster la qualité du recouvrement fiscal. Elles misent sur le renforcement des systèmes de taxes pour prévenir certains chocs macroéconomiques. De Niamey, Murtala Zoubeirou pour West Africa, Démocratie Radio. Un reportage signé notre correspondant à Niamey, Murtala Zoubeirou. Malgré les efforts consentis, les collecteurs disent rencontrer des difficultés comme le retard de paiement des taxes. Kalla Sani est le chargé de la gestion du marché de Maradi dans le centre du Niger. Donc nous avons un chiffre d'affaires vraiment de 14 millions mensuels. Donc normalement chaque mois c'est ce que nous devons récupérer. Mais ça dépend, souvent ça nous arrive de récupérer moins parce qu'il y a beaucoup de clients qui payent le début du mois prochain. Donc nous arrivons souvent à récupérer plus parce que d'autres payent en même temps à la date ou bien en fin de mois. La plupart payent en fin de mois. Donc s'il y a un décalage, c'est bien normal qu'on trouve déjà le décalage du montant dans le chiffre d'affaires. C'est bien normal qu'on trouve le décalage. Mais sinon on met la pression sur le commerçant pour qu'il puisse payer à temps. On ne peut pas manquer parce que du moment que nous récupérons l'argent, c'est une société de recouvrement. Et ce qui dit récupération de l'argent, avec surtout chez le commerçant, c'est compliqué. On sait très bien que souvent c'est dur et surtout avec la situation économique de la ville. Donc c'est vraiment compliqué de voir. Et à chaque fois, nous leur rappelons que c'est eux-mêmes qui ont choisi le prix là. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas d'excuses pour dire qu'ils ne vont pas payer. En tout cas, les gens devaient savoir que dans la gestion du marché de Maradi, il n'y a pas l'aspect politique. C'est vraiment pas la politique qui gère. On est avec la ville, on est avec l'État, mais c'est pas quand même la politique qui est en train de gérer. C'est une gestion qu'on nous a donnée moyennant une redevance que nous devons verser normalement à l'État. Et chaque mois, cette redevance-là est versée. Actuellement, même nous continuons à verser la redevance à l'État pour qu'on puisse au moins continuer à garder. C'est comme si on est en location nous-mêmes. Donc, en dehors de ça, je dirais aussi que
les commerçants qui sont là, ils savent qu'on a une souplesse pour la récupération de ce loyer-là, parce qu'on n'est pas en train de le booster trop par rapport à la situation de la ville de Maradi. Mais si ça nécessite, par exemple, que nous prenons des gens qui ont plus de 2 mois d'impayés, 3 mois d'impayés, on parle chez eux, on les explique que s'ils ne viennent pas régulariser, nous on va agir. Donc on a nos percepteurs qui ferment le boutique par secteur. Chaque percepteur a une zone bien définie, donc lui-même il gère sa zone. Maintenant il ferme la boutique. Si la personne se manifeste, maintenant il régularise. Mais en dehors des fermetures, parce que ça c'est plus là où c'est visible, les boutiques qui sont opérationnelles. Maintenant il y a des boutiques qui sont fermées et ils sont opérationnelles, parce que les gens ont transformé ces boutiques-là à des magasins. Vous venez d'écouter Kala Sani, il est le chargé de la gestion du marché de Maradi, c'est dans le centre du Niger. Vous suivez le magazine intitulé Dans le Sahel sur la West Africa Democracy Radio. Dans ce 42e épisode, nous mettons le focus sur le financement local, initiative de lutte contre la précarité, impôts et taxes. Au Mali, c'est la contribution citoyenne à l'effort de guerre que nous allons mettre en exergue. Une grande partie du budget de l'État est destinée aux forces de défense et de sécurité. Difficile de donner des chiffres officiels puisque ces dépenses sont tenues au secret. Il y a quelques années, l'État malien avait créé un compte bancaire pour recevoir de la part des citoyens leur contribution à l'effort de guerre. Après la collecte des différentes contributions, un souci de transparence se pose. Alors que le pays connaît une économie instable et les populations vivent dans l'extrême précarité. Plus d'explications dans ce sujet de notre correspondant au Mali, Aliou Thiam. Contrairement au Burkina Faso ou le Niger, le Mali ne dispose pas encore de mesures de prélèvement sur les impôts et taxes pour lutter contre le terrorisme. L'économie du pays est de plus en plus fragile et la majeure partie des ressources de l'État sont destinées à l'armée engagée dans la lutte contre le terrorisme. Depuis quelques années, sous l'ancien régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, les autorités ont ouvert un compte spécial afin que chaque citoyen puisse contribuer à l'effort de guerre. Le montant s'élève à plusieurs milliards de francs CFA. Une initiative saluée par cette femme leader de Banyangara dans le centre du Mali qui accepte de nous parler sous le couvert de l'anonymat. Cette initiative peut bien marcher. Je me souviens, sous le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, on avait fait des retenues sur les salaires des fonctionnaires pour contribuer à l'effort de guerre. Je demande à chacun d'y apporter sa contribution parce que l'armée a vraiment besoin du soutien de tous puisque ce sont eux qui sont engagés au front. Dans la région de Ségou, nous avons rencontré Modibo Oumar Koulibaly, un acteur de la société civile. Ce vieil homme des années de l'indépendance du Mali dit reconnaître les difficultés économiques que le pays traverse, mais estime qu'il faut une meilleure gestion pour lutter contre la précarité. Pour lui, la contribution doit être un symbole de patriotisme. Mais ça a toujours été comme ça. Les budgets de l'État naviguent entre des écueils. Tant qu'on ne prendra pas conscience que nous devrons avoir des secteurs clés à nous et que nous devrons être sérieux dans la gestion de la chose publique, on ne va pas s'en sortir. Nous avons tous les moyens matériels de s'en sortir, mais il faut que les peuples conscients, les gestionnaires de la chose publique prennent conscience que notre devenir, c'est entre nos mains. Et que si quelqu'un devrait nous aider, s'il devrait nous aider sur nos initiatives propres à nous. Depuis quelques années, lorsque l'armée a commencé, je ne dirais pas, c'est l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Lorsqu'elles ont commencé à prendre l'initiative, la tenue est devenue, le tri est devenu un symbole de fierté nationale. Au-delà des contributions financières dans la lutte contre l'extrémisme violent, Sékou Lamine Traoré, un jeune engagé de la région, pense qu'il est nécessaire d'explorer d'autres mécanismes plus efficaces. Il y a des initiatives qui peuvent, pas seulement, mais qui doivent, c'est renforcer le dialogue social, des mécanismes endogènes propres aux Maliens, pas seulement calquer tout sur l'occidentalisme. Il y a des mécanismes dont nos aïeux ont mis sur place qui peuvent assouplir à beaucoup de choses. Mais il ne s'agira pas aussi de collecter un fonds à travers une population appauvrie. Les demandes de contribuer financièrement, je ne pense pas que c'est nécessaire. Mais le budget alloué aux achats des armements aujourd'hui est important. Selon Soumaïlala, les initiatives de contribution à l'effort de guerre
peuvent fonctionner dans le contexte d'instabilité sécuritaire au Mali. L'analyste des questions sécuritaires insiste par ailleurs sur l'implication des acteurs. Les réalités du Sahel sont pratiquement les mêmes. C'est pratiquement les mêmes populations, les mêmes vécus, les mêmes réalités. Donc ce qui a marché au Burkina peut marcher au Mali, mais encore faudrait-il que ça se fasse de façon sincère. Encore faudrait-il que sur ces questions-là, les vrais acteurs soient impliqués, qu'on ne soit pas encore dans des logiques de personnes et dans des considérations personnelles. C'est extrêmement important. Et je pense que c'est une initiative, si elle est bien réfléchie et adaptée aux différentes localités, peut avoir son pesant d'or et permettre d'aller vers des résultats qui pourront être considérés comme des résultats concrets. Le montant précis des fonds de soutien à l'effort de guerre reste jusque-là inconnu. Sa gestion suscite encore des interrogations au sein de la population qui fait face à la précarité. De Bamako, Aliou Thiam pour la West Africa Democracy Radio. Soumaïla La, analyste malien des questions sécuritaires, revient à nouveau. Cette fois, il s'exprime sur la transparence autour de cette initiative visant à contribuer à l'effort de guerre. Je vous propose de l'écouter. La dernière publication en lien avec ces fonds appelés contribution volontaire à l'effort de guerre remonte à 2022, où le ministère des Finances avait indiqué que le fonds était, on va dire, crédité à hauteur d'un peu plus de 100 millions. Mais après, comme vous l'avez dit, il n'y a pas plus de visibilité et sur l'affectation, l'utilisation de ces fonds et sur ce qui a pu être fait après. Donc en cela, il y a un manque de lisibilité qui est là, qui est criard, qui fait que les populations n'ont pas véritablement confiance en l'utilisation qui est faite de ces fonds. Maintenant, le cas du Mali et du Burkina jusque-là diffère un peu. Au Burkina, je pense que rien que pour le trimestre passé, ils se sont retrouvés à 86 milliards. Mais quand vous regardez de près, vous vous rendez compte que l'essentiel de ces montants est ponctionné de façon obligatoire. À travers des retenues sur les salaires, à travers des retenues sur les boissons, les téléphonies, la communication, tout ça. Ce type de format n'existe pas au Mali et je pense qu'il sera très difficile de faire passer ce type de format au Mali parce que le terme, disons, en lien avec le volontariat ne se justifierait pas parce que quand c'est ponctionné, ce n'est plus du volontariat. Mais à côté, vous avez, pour le cas du Burkina, jusqu'à, je pense, pratiquement un peu moins de 2 milliards qui ont été déposés volontairement. À l'instant, Soumaïla La, analyste malien de questions sécuritaires. Nous sommes arrivés au terme de ce 42e épisode de votre magazine dans le Sahel, qui en est à sa 2e saison. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Cette semaine, nous avons fait un focus sur le financement local, les initiatives de lutte contre la précarité, impôts et taxes. Ce magazine est réalisé avec le soutien de la Fondation Open Society. Vous pouvez le retrouver sur notre site web wadr.org. Si vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre, rendez-vous sur notre page Facebook WADR Service Français ou écrivez-nous à l'adresse mail suivant wadr@wadr.org ou tout simplement rejoignez-nous pour discuter sur notre numéro WhatsApp +221 77 569 77 72. Je répète, +221 77 569 77 72. Ce magazine vous a été présenté par Demba Amar Anne. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.